Voilà, bonjour. On continue avec l'introduction à la philosophie. Dans Maritain, l'édition que j'ai, c'est page 23. On a déjà vu l'introduction, la philosophie proprement dite, du 7e au 6e siècle. Maintenant, on va voir en détail. On commence par les vrais philosophes, oui, vrais philosophes, on peut le dire. Les philosophes anté-socratiques, ça veut dire ceux qui se sont présentés, ceux qui ont travaillé et enseigné avant Socrate. Socrate qui commence une nouvelle ère. Alors, les premiers philosophes grecs sont les Ioniens. Les Ioniens, les îles Ioniennes, donc sont plutôt des îles, sur les îles de la Grèce ancienne. Et le plus connu, le premier connu, n'est-ce pas, est Thalès. Thalès et ses successeurs. Voilà donc la raison humaine qui, avec ses seules forces, non pas aidée par la révélation divine, sinon on parle de théologie et pas de philosophie, donc la raison humaine, donc pour correspondre à la définition de la philosophie, donc la raison humaine qui, avec ses seules forces, ses propres forces, se met en quête des principes et des causes des choses. Voilà une définition de la philosophie. Donc la recherche, la quête des principes les plus profonds de toutes choses, les principes et les causes des choses, avec la raison humaine, mais avec ses seules forces de la raison humaine. Ce qui frappe d'abord l'intelligence de l'homme, c'est ce qu'il voit et ce qu'il touche. Effectivement, l'intelligence humaine commence par les sens. La perception des sens, et c'est les données des sens qui sont travaillées par l'intelligence, qui connaît comme ça la réalité, d'une manière beaucoup plus profonde que les animaux. Les animaux connaissent aussi, d'une certaine manière, la réalité. Le renard connaît son antre, on dit ça, entre, etc. Donc il connaît sa femelle et ses petits, et il connaît ses ennemis. Mais c'est d'une manière purement sensible, qui est très limitée, n'est-ce pas, qui ne s'élève pas à l'abstrait et l'universel. Donc, ce qui frappe l'intelligence, c'est ce qu'il voit et ce qu'il touche, ce qu'ils sont. C'est deux sens, mais il y a 5 sens, n'est-ce pas, ce qu'il entend, etc. Ce qu'il connaît par les sens, voilà, connaît par les sens extérieurs, et ces données sont travaillées par les sens intérieurs, et sont ensuite mises à disposition de l'intellect agent, qui va les donner à l'intellect passif, qui va comprendre, n'est-ce pas? Et ce qu'il cherche d'abord quand il veut s'expliquer une chose quelconque, c'est le deuxième élément, n'est-ce pas? C'est de quoi cette chose est faite. Donc on va vraiment la genèse psychologique de la philosophie. Donc elle va d'abord s'informer par les sens, et la première chose qu'elle cherche à comprendre, c'est de quoi cette chose est faite. Ainsi, le premier penseur de la Grèce ne considère que l'étoffe, dans les choses que l'étoffe, la matière dont elles sont faites. La matière, ce que nous appellerons plus tard la cause matérielle des choses sensibles. Parce que les causes spirituelles n'ont pas de cause matérielle, bien sûr. L'âme, Dieu, les anges n'ont pas de cause matérielle. Mais dans tout ce qui est sensible, ça veut dire perceptible par les sens, il y a un fondement matériel. L'étoffe dont elles sont faites, ça s'appelle la cause matérielle en philosophie aristotélicienne. Donc ils vont considérer surtout cela.
c'est le premier pas, n'est-ce pas? Ils ne vont pas aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas? La cause matérielle qu'ils regardent naïvement comme ce qui suffit pour tout expliquer. Eh bien, c'est un premier pas, et puisque l'homme est orgueilleux, n'est-ce pas? Dès qu'il a trouvé quelque chose, il va l'amplifier, il va donner plus d'importance que ça en réalité, et ça va être un des plus grands défauts de la philosophie, c'est l'orgueil. Et surtout dans la philosophie moderne, n'est-ce pas? Dès qu'on trouve quelque chose de nouveau, on va tellement l'amplifier, le donner tellement d'importance parce que ça vient de moi, c'est moi qui l'ai trouvé, n'est-ce pas? On a tellement d'importance qu'on va presque mettre à zéro tout ce que les philosophes ont trouvé avant vous, etc. Et que vous commencent pratiquement une nouvelle philosophie autour de cette petite trouvaille qu'ils ont trouvée. Ce qui rend la chose compliquée, c'est qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose. Un aspect qui existe réellement, ils ont trouvé quelque chose. C'est vrai. Mais ce qui brouille, c'est que cette chose qu'ils ont trouvée, ils vont l'amplifier, donc ça va devenir un mensonge par exagération, et ça va devenir prioritaire, donc ils vont encore pécher par élimination de tout le reste, ou mépris de tout le reste, qui est peut-être plus important de ce qu'ils ont trouvé. Et on voit ce vice dès le début. On voit ici maintenant déjà, voilà, ils ont trouvé quelque chose, mais pour eux, c'est tellement important que ça explique tout. Ça explique tout, voilà. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et Socrate va voir ça, n'est-ce pas? Socrate va installer systématiquement l'humilité dans la philosophie. Et c'est pour ça que donc il a été dit de lui, c'est l'homme le plus sage parce qu'il sait qu'il sait rien. Comprenez? Et il faut voir ça dans ce contexte-là, n'est-ce pas? Que le grand empêchement, c'est le grand piège, ce qui va ralentir et fausser la philosophie, sinon fausser, au moins ralentir, c'est cet orgueil. On trouve quelque chose et on l'amplifie, voilà, et ça met dans l'ombre tout le reste, au lieu de mettre chaque chose dans sa valeur réelle, comme va faire saint Thomas et Aristote. Donc voilà. Donc ils ont trouvé quelque chose, mais dès le début, exagération. Donc ils vont voir que les sens nous donnent des informations sur la réalité, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Celui qui nie ça, c'est un fou comme Descartes. Descartes va douter de toutes les sens, toutes les informations des sens. Et sa philosophie est fondée sur une folie, n'est-ce pas? Ce qu'Aristote appelle une folie, c'est de douter de l'évidence sensible. Si je vois ici cette table qui est devant moi, cette statue, n'est-ce pas? Je la touche, je la vois, je la sens, je l'entends. Si je tape contre, elle a un certain bruit, n'est-ce pas? Il y a un poids, etc. Voilà, donc je suis bien réveillé, donc elle existe bien. Si je doute de l'existence de cette statue, je suis fou. Je suis fou. Eh bien, Descartes est un fou parce qu'il doute. C'est un fou, c'est un autiste. La philosophie moderne est fondée sur des autistes, n'est-ce pas? Kant et Descartes sont des autistes, ce sont des gens qui sont malades. Mais pour le reste, qui ont trouvé quelque chose, puisqu'ils doutent, eh bien, il y a d'une chose qu'il ne peut pas douter, c'est qu'il doute. Et quand on doute, on pense, et puisqu'il pense, il existe. Je pense donc je suis. Ça, c'est vrai. Il a trouvé un petit aspect, n'est-ce pas, qui est vrai, mais il met en doute, voilà, ce que les premiers Grecs ont trouvé, il met en doute. Mais c'est une trouvaille tout à fait légitime. Hein. Il y a des informations de la réalité, ce qui existe en dehors de moi. Si moi j'existe ou j'existe pas, la Terre existe. La Terre existait avant moi et existerait après moi, hein, après mon corps. Enfin, mon âme est immortelle, mais parce que Dieu le veut comme ça, et puisque de nature aussi. La Terre existe, il y a des étoiles, toutes les étoiles existent, même sans mon existence à moi. Hein. C'est pas moi qui fais exister les choses. Donc c'est une réalité. C'est ce qui existe, n'est-ce pas? Il y a les réalités. Et cette réalité qui est sensible, qui est matérielle, on peut l'atteindre par les sens, en observant par les sens et éventuellement en utilisant des outils, des instruments. On va développer des instruments
au cours des âges, n'est-ce pas? Il y a eu des appareils pour observer les étoiles, n'est-ce pas, parmi les Égyptiens, Babylonien. euh, Babylonien. Babyloniens, les Chinois, etc., les Perses. Partout, il y avait des nomades, n'est-ce pas, des gens qui dormaient à l'étoile La belle blanche, étoile. la belle étoile, ou dans des endroits, il y a peu de nuages, n'est-ce pas? Il n'y a pas de télévision, pas de radio, pas de lecture, peu de livres, etc. Il n'y avait pas. Qu'est-ce que les gens faisaient? Mais ils regardaient le ciel, quoi. Ils observaient, entre autres, le ciel, parce que tout le reste était noir. La seule chose qui était illuminée, c'était le ciel. Donc c'est normal qu'ils sont portés à regarder ça, étudier, alors ils voient la différence, il y a des choses qui restent, l'étoile nord, elle reste, les autres bougent, comment ça bouge, voilà, c'est normal qu'ils développent cette science. Donc les anciens peuples ont développé hardiment l'astronomie. Hein. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont trouvé. Les sens nous mettent en contact avec le réel, c'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un fou qui va encore le nier, c'est Descartes. Alors, et c'est ça la folie de la philosophie moderne, qui se déconnecte de la réalité, qui met tout le monde dans des illusions, dans ses propres idées, à chacun sa vérité, n'est-ce pas? Et voilà, et on développe des idéologies qui sont contre nature, qui sont contre la réalité, n'est-ce pas? Comme le marxisme, le communisme, et ça fait la catastrophe, n'est-ce pas? Parce qu'une philosophie peut fonder une civilisation. Toute civilisation a sa philosophie, ses grandes idées maîtres, idées maîtres. Parce qu'une civilisation, c'est agir. C'est une action commune. Et on agit pour quelque chose, toujours pour un but. Et le but doit être clair pour l'intelligence. Et ça doit être donc une intelligence commune. Et c'est une philosophie, une religion, une idéologie, c'est plutôt négatif, n'est-ce pas? Mais une richesse de pensée, n'est-ce pas, qui explique la réalité, n'est-ce pas, pour cette civilisation et qui fait développer cette civilisation dans ce sens. On a eu la civilisation chrétienne, n'est-ce pas, qui n'était pas dépassée, jamais. Pas, la civilisation égyptienne est plutôt fondée, construite autour de l'immortalité des corps, n'est-ce pas? Ils ont construit des pyramides pour faire survivre les corps des pharaons, c'est incroyable. La civilisation des Mayas est fondée autour du sang. Le sang, c'était le fondement de leur civilisation, le sang qui devait couler, n'est-ce pas? Qui devait être offert aux dieux, aux démons, n'est-ce pas? Etc. Donc chaque civilisation a ses idées et son idéal, n'est-ce pas? Et c'est exprimé par une religion ou une philosophie, n'est-ce pas? Ou les deux. Voilà, donc on revient ici à la trouvaille des Grecs, n'est-ce pas? Le premier pas, c'est que nous recevons toute information de notre intelligence par les sens. C'est ce qu'ils ont trouvé. Sans les sens, nous avons dans notre tête une tabula rasa, un tableau blanc ou noir. S'il est noir, c'est qu'on écrit avec la craie. S'il est blanc, on écrit avec le feutre. En tout cas, il n'y a rien dessus, rien écrit dessus, n'est-ce pas? C'est comme une table à rasée, n'est-ce pas? Il n'y a rien dessus. Donc toute information d'intelligence vient des sens. Si par malheur, un homme vient de naître, n'est-ce pas, capable d'utilisation des sens, qui est aveugle-né, n'est-ce pas, sourd-né, etc., qui n'a aucun sens qui fonctionne, aucun sens qui fonctionne, eh bien, il n'a aucune information dans sa intelligence. Même s'il a l'intelligence d'un Einstein, il ne peut rien penser. Il a une machine extraordinaire, mais elle ne peut pas fonctionner par défaut de matière, de sujet pour se penser concernant lequel il peut penser, au sujet duquel il peut penser. Il n'y a rien à penser. Sauf s'il y a encore du surnaturel, si Dieu lui donne des idées, mais on parle ici du niveau naturel. Dieu peut le donner des idées, mais c'est infusé, c'est surnaturel, c'est au-dessus de la nature. C'est la grâce, par exemple. Dieu peut donner des idées, mais on parle ici au niveau naturel de l'homme. N'est-ce pas? Au niveau naturel, toutes les informations viennent des sens. Voilà. Alors ils ont trouvé ça. Alors ils ont trouvé, et puisque les sens nous mettent en contact avec ce qui est matériel et pas spirituel, n'est-ce pas? Ils ont directement pensé que les choses sont constituées de matière, ce qui est tout à fait logique. C'est logique. Mais leur faute, c'est de
essayer d'expliquer tout par la matière. Voilà. Exagération de l'orgueil, n'est-ce pas, humain. On a trouvé quelque chose, c'est moi qui l'ai trouvé, waouh. Alors, on agrandit la chose d'une manière extraordinaire parce que ça vient de moi. Voilà. Au reste, le phénomène le plus général et le plus important présenté par la nature étant le changement. Deuxième constatation, cette matière qu'on constate change. C'est les trois choses qu'ils ont trouvées, n'est-ce pas? Ils ont trouvé que l'information vient par les sens, que les choses sont matérielles et qu'il y a une cause matérielle donc. Et le défaut, c'est qu'il explique tout avec ça, mais il voit une autre chose, c'est que les choses changent. Bien sûr, on va voir plus tard que tout ce qui est matériel change, est influencé par des causes efficientes qui sont autour, qui l'influencent. Il n'y a aucune chose matérielle qui reste éternellement, n'est-ce pas? Il va y avoir de l'érosion, etc. Même le corps humain, n'est-ce pas? Il va mourir. Nous allons tous mourir. Même Adam et Ève allaient mourir. Et ils se tenaient seulement en vie en mangeant de l'arbre du fruit. C'est un produit spécial qui tenait en vie, qui renouvelait les gènes, les cellules, n'est-ce pas, le corps humain. Sinon, ils allaient mourir. Toute matière donc vient et part. Il y a génération et dégénération, corruption, toujours plus ou moins vite. Mais de tout qui est matériel, tout, et sauf intervention divine, n'est-ce pas, extraordinaire, tout vient et part. Voilà. On ne peut pas l'empêcher, c'est une loi générale. Et ça, ils ont trouvé cette loi générale, universelle. Hein. Il n'y a personne qui a... Donc, mais c'est au niveau même naturel hein, et matériel, je veux dire. Parce que les esprits ne meurent pas, justement. Mais on parle de sensible. Ils n'ont pas encore trouvé l'esprit en tant que tel. Donc le changement. Et avant tout, le changement par lequel un corps devient un autre corps. Ça, ils sont frappés par cela, parce que c'est le changement le plus patent, n'est-ce pas? Le plus patent. Par exemple, le pain devient chair. Le pain que j'ai mangé ce matin, il devient ma chair. De plus que je mange du pain, de plus que je mange, de plus que je grossis, n'est-ce pas? Je grossis. Ça veut dire que cette nourriture est changée en mon corps. Incroyable. Donc voilà, donc il y a un changement, il y a quelque chose en moi qui fait que ça change. C'est l'appareil digestif. Hein. Le bois devient feu. Si le bois est bien sec, n'est-ce pas? Et on le met dans un feu, le bois lui-même devient feu, il brûle. Il nourrit le feu, il devient feu. Hein. Donc s'il y a un petit feu, on met du bois, il y a un grand feu, ça veut dire que le bois est devenu feu. Pas seulement feu, la fumée et des cendres, mais surtout feu, n'est-ce pas? Ça veut dire énergie. Einstein va trouver plus tard que la matière, c'est énergie. Mais c'est tellement évident, n'est-ce pas? Parce que si on met de la matière dans le feu, ça devient énergie. On voit que le bois qui brûle, ça devient donc chaleur, énergie, n'est-ce pas? Le bois qui vient du pétrole, n'est-ce pas? C'est de l'énergie, la source de l'énergie, c'est le pétrole, mais ça vient du bois. Hein? Voilà. Et le bois, ça vient finalement, ça prend son énergie du soleil, c'est encore du feu. Donc le soleil développe la végétation, ça devient d'une certaine partie, mais la plante va aussi utiliser les minéraux, la terre avec les racines, la pluie, etc., l'oxygène, etc. Et tous, etc., etc. Donc le soleil va être converti avec d'autres éléments en bois, le bois ça va convertir en pétrole, et le pétrole ça devient une nouvelle énergie. On va brûler. Hein. Donc on voit tous les changements, l'un est converti dans l'autre, n'est-ce pas? Etc. Ils comprennent que la matière tout à fait première, parce qu'ils vont alors penser à une matière première. Si tout change, il y a un début quelque part. Oui, comme ils continuent à raisonner logiquement. Il faut quelque part un début. Donc ils ont déjà cette idée de la matière première. Comprennent que la matière tout à fait première, dont sont faits les différents corps, ça veut dire les êtres sensibles, ça s'appelle des corps. C'est pas seulement des corps humains, mais par exemple une pierre, ça s'appelle aussi un corps dans ce sens-là. Ça veut dire quelque chose qui subsiste et qui est matériel.
dont sont faits les différents corps, dont doit être, donc cette même matière première doit être la même pour tous, puisqu'elle est première. Alors, ils disent il faut avoir une matière première, donc elle doit être la même. Eh bien, le raisonnement n'est pas faux, n'est-ce pas? Mais seulement il se trompe dans ce que c'était la première matière. Ils disent donc étant le sujet commun de toutes les transformations des corps. C'est logique, hein? C'est déjà bien, ils ont déjà fait un bon travail de logique, n'est-ce pas, et d'observation, n'est-ce pas? Donc, puisqu'il y a une succession de changements, il faut un premier, et ce premier doit être forcément commun, sinon c'est pas le premier. Il y en a deux premiers alors, mais c'est pas possible. Alors. Donc il y a une première, et sinon la première tout à fait première, voilà, et dont sont faits les différents corps, dont doit être la même pour tous, étant le sujet commun de toutes les transformations des corps. C'est déjà un bon raisonnement, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils ne savent encore admettre que ce qui touche et se voit, ils s'imaginent trouver cette matière dans quelqu'un des éléments qui tombent sous nos sens. Voilà. Ils ne savent pas qu'il y a encore d'autres réalités qui dépassent au sens pour lesquelles il faut des instruments. Hein. Il faut aller plus loin. Hein. Il faut aller plus loin. Pour trouver la matière première, il faut aller plus loin. La physique quantique a trouvé que la dernière forme, c'est la quantité. Et après la quantité, il n'y a plus rien. Il a seulement la matière première, n'est-ce pas? Donc on peut détruire toutes les formes sauf la quantité, parce que si on casse la quantité, il n'y a plus rien. La matière ne peut pas exister sans quantité. Et ça, ils n'ont pas encore trouvé ça. Mais ils vont quand même continuer à réfléchir. Alors, donc je répète, une faute, c'est qu'ils s'imaginent, ils savent encore admettre, ils n'admettent que ce qui se touche et se voit et se perçoit par les sens. Si on ne voit pas et on ne touche pas, on n'admet pas. Voilà. C'est exagéré. C'est exagéré. Parce que par exemple, l'âme, l'amour, l'amitié, ça se touche, ça se ne voit pas, ça ne touche pas. L'amitié existe quand même. Donc ils n'ont pas réfléchi assez. Ils ont exagéré ce qu'ils ont trouvé, n'est-ce pas? Ils admettent seulement ce qui touche, ce qui se voit, ce qui se perçoit par les sens. Donc ils s'imaginent trouver cette matière dans quelqu'un des éléments qui tombent sous nos sens. Alors là, il y a plusieurs écoles. Donc les physiciens, ils s'appellent les physiciens parce qu'ils font la physique, pas encore la métaphysique, mais la physique, ou philosophes de la nature, sensibles, école ionienne principalement, veulent tout expliquer par quelques principes matériels. Donc leur faute, c'est que tout expliquer, enfin leur faute, d'une certaine façon, il faut encore distinguer. C'est vrai que toute matière vient de la matière première. Ça, ils ont raison. Mais ils se trompent pour le reste. Alors, donc Thalès, c'est le premier philosophe qui va faire ce travail, qui est né en 624, le 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Le 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Thalès, par exemple, s'inspirant des anciens mythes, les mythes sont des tentatives d'explication des choses les plus profondes, n'est-ce pas, pour un peuple. Et c'est des mélanges de religion, du protévangile aussi, de philosophie, un petit peu de philosophie de raisonnement et d'histoire. Histoire qui raconte des histoires, la fantaisie finalement, qui explique d'expliquer des choses qui sont très difficiles à expliquer. Donc les mythes. Chaque civilisation a ses mythes. C'est une première tentative d'expliquer le pourquoi des choses, les mystères les plus importants de la vie. On commence par les mythes, n'est-ce pas? S'inspirant des anciens mythes qui faisaient provenir toute chose des eaux primordiales, l'eau. Il ne faut pas oublier que la Grèce était une péninsule
et que les Ioniens sont sur une île, et que l'enfant qui naît, il sort de l'eau, hein, sa mère. On appelle cette eau Liquide amniotique. liquide, Amniotique. amniotique, Amniotique. amniotique, voilà. Donc ils ont observé des choses, et voilà que l'eau, n'est-ce pas, avec l'eau, c'est aussi une région sèche, et que la pluie, ça donne la vie, hein. Donc il a observé plusieurs choses. Donc pour lui, toute chose provient des eaux primordiales. Et remarquant au surplus que les plantes et les animaux se nourrissent d'humidité, comme je viens de dire, n'est-ce pas, et que les germes vivants sont humides, voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, déclara que l'eau est la substance unique, demeurant la même sous toutes les transformations des corps. Alors selon lui, donc un rocher, c'est une eau développée. Bon. C'est vrai que si on prend de l'eau de mer et on la fait sécher, il y a des minéraux qui restent, mais finalement, il ne se rend pas compte que c'est du sel, hein. Il y a de la substance. Donc il dit, ah, ça vient de l'eau, la substance, vous voyez, les minéraux viennent de l'eau, hein. Donc il ne sait pas encore très bien, n'est-ce pas, mais c'est bien qu'il observe. Voilà, pour Thalès, c'est l'eau, et c'est logique. Alors, il y a un autre qui pense savoir mieux. Pour Anaximène, c'est l'air qui joue à ce rôle. L'air. Mais c'est vrai que l'air est important. Si on respire, si on respire plus, on meurt. On meurt. Et l'air, ça donne des bonnes idées. Et si un air corrompu, il faut sortir. On a le mal de tête, n'est-ce pas? Il faut aérer les maisons. Le vent, l'air. Et c'est vrai que l'air a cette particularité qu'elle est très subtile, n'est-ce pas? Très subtile. Et il s'imagine que l'air, peut être subtil, peut se transformer en toute autre chose. Donc c'est plutôt le VIe siècle. Pour Héraclite, le 6e, 5e, c'est le feu. C'est le feu. Ouais, chacun trouve son truc, hein, le feu. Et pour Anaximandre, c'est l'infini. Alors lui, il est plus intéressant, n'est-ce pas? C'est celui qui va, Anaximandre, il va plus se rapprocher de la réalité parce que la matière première a quelque chose d'infini. Parce qu'elle est définie par la forme. En soi, elle est un indéfini, c'est vrai. De plus qu'on coupe l'atome, le quark, n'est-ce pas, est quelque chose de non défini, n'est-ce pas? Si on coupe, on coupe la forme, on détruit la forme et la définition des choses. Par exemple, si quelque chose, il y a du pain là, mais si on coupe, on arrive à un certain moment à une coagulation de molécules qui est encore du pain, mais si on coupe dedans, c'est plus du pain. Donc, parce que pour faire du pain, il faut un minimum de molécules. Et si on coupe dans la molécule, on a un atome, c'est plus du pain. Donc on détruit le pain, on détruit la couleur, on détruit tout, ça n'a plus la couleur blanche, ça n'a plus la forme, ça n'a plus les propriétés du pain. Donc on détruit les formes en coupant, n'est-ce pas? Donc ça devient de plus en plus indéfini. Donc il a raison, Anaximandre. Donc il s'approche de la réalité concernant la matière, hein, la matière première. Donc pour Anaximandre, 7e, 6e siècle, c'est l'infini au sens d'indéterminé, aperen, mélange de tous les contraires. Parce qu'il a vu qu'il y a des contraires. Avec l'eau, on peut éteindre le feu. Avec le feu, on peut évaporer l'eau, faire disparaître l'eau. Donc il y a des contraires, n'est-ce pas? Alors, et si ça vient de même matière, alors comment expliquer? Eh bien, de l'indéfini, voilà, l'infini. L'infini ou l'indéfini, indéterminé. Alors, eau, air, feu, infini, ils n'ont pas encore parlé de la terre, du minéral. Eau, air, feu, infini sont d'ailleurs tenus pour quelque chose d'actif. Oui, puisque toute autre chose est faite
à partir de cela, il faut faire quelque chose. Faire, c'est actif. Donc il faut quelque chose d'actif. Donc il commence à flairer, à sentir la cause efficiente, comme on dit, n'est-ce pas? La cause efficiente. Ça veut dire celle qui agit, qui fait en sorte que les choses existent et se développent et se transforment, etc. La cause efficiente. Il commence à découvrir la cause efficiente. Et aussi la cause formelle. Il commence à flairer la cause formelle, parce que puisqu'il y a d'abord l'indéfini, l'indéfini, et ensuite il y a la chose définie, il y a une forme qui a été imposée. La chose commence à être quelque chose. Et ce que c'est la chose, c'est là justement la forme. Donc ils découvrent, déjà, ils ont trouvé la cause matérielle, ils commencent à flairer, ils sont sur la piste de la cause formelle et efficiente. Ils n'ont pas encore parlé de la cause finale, le pourquoi. Ils n'en parlent pas encore, le pourquoi des choses. Ça vient à la fin. Alors, donc, eau, air, feu, infini sont d'ailleurs tenus pour quelque chose d'actif, de vivant, d'animé. D'animé même, oui. Puisque tout vient de cela, alors les plantes, les animaux, les hommes viennent de cela, n'est-ce pas? Même les dieux. Alors, ils croient dans des dieux, les mythes parlent de Dieu, des dieux. Vivant, d'animé, qu'une force intérieure rend capable d'une fécondité multiforme et sans limite. Une force intérieure, ça ils ont vu dans les plantes et dans les animaux, dans ce qui est vivant. Ils sont sur la piste de la biologie philosophique. Parce que la définition du vivant, c'est qu'il se meut par soi-même, par l'intérieur de soi-même. C'est ça des différences avec le minéral. Ça veut dire la matière non vivante. Elle est mue par extérieur, par autre chose. Mais le vivant est capable de se mouvoir soi-même. La plante croît en elle-même, elle grandit, l'animal se déplace et l'homme encore plus davantage. Alors voilà, donc ils ont trouvé déjà beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais c'est un peu confus dans leur tête. Alors, tout est plein de Dieu. Panta plere theon. Panta tout plere, plein, theon, de Dieu. Génitif pluriel. Theon. Tout est plein de Dieu. Panta plere theon, disait Thalès, en ce sens-là. Tout est plein de Dieu. Ils commencent voilà, ils appellent cette force intérieure Dieu. C'est magnifique, donc ils sont sur la piste de Dieu qui est effectivement créateur de toutes choses. Vous voyez, cette philosophie, c'est magnifique comme cette philosophie commence à naître, n'est-ce pas? Ça commence à germer, ça donne des petites plantes, quoi. Mais elles sont très très faibles. Donc, tout est plein de Dieu, au pluriel avec un petit d. Bon, c'est que tout est plein de Dieu, c'est vrai, parce que Dieu a créé toutes choses, tout vient de Dieu. Mais de Dieu en pluriel, là, il se trompe. Il n'y a qu'un seul Dieu, ils n'avaient pas encore compris. Hein. Platon et Aristote vont prouver qu'il y a un seul Dieu. Disait Thalès dans ce sens-là, tout est plein de Dieu. De Dieu en pluriel. De cette toute primitive école d'Indionie, qu'on appelle l'ulosoviste, parce qu'elle attribue la vie xoé, zoé, à la matière, ulésoviste. Donc la vie, parce que cette force intérieure, n'est-ce pas, c'est la vie finalement. Ils attribuent ça à la matière, mais quand même d'un Dieu qui est dans la matière. Il y a quelque chose de divin dans la matière. L'ulozovisme, nous voyons qu'on doit tenir pour ce qu'il y a de plus rudimentaire en philosophie, des doctrines telles que le monisme matérialiste. Vous voyez, donc la philosophie moderne, n'est-ce pas, qui a une corruption de la philosophie, elle va prendre les erreurs du début, qui sont les erreurs d'un enfant qui commence à découvrir. Mais ce qui est de dommage, c'est qu'un adulte, c'est-à-dire la philosophie adulte des temps modernes, qui devait être adulte, elle est devenue adulte à partir d'Aristote,
qu'elle retombe dans l'enfance, des de l'enfance qui devient sénile finalement. Hein. C'est la sénilité. Hein. Donc ici on a des philosophes modernes qui parlent du monisme matérialiste. Bien, c'est malheureusement l'erreur qu'a fait Thalès, mais lui, à Thalès, on peut euh, le pardonner, parce que ce n'est qu'un enfant, n'est-ce pas, mais pas aux adultes qui ont la disposition, la philosophie d'Aristote. C'est pervers. Le monisme matérialiste. Il y a des philosophies modernes qui enseignent l'existence d'une seule substance matérielle. Monisme, mono ça veut dire seul. Et l'évolutionnisme justement, qui veut expliquer toute chose par le développement historique, le développement ou l'évolution de quelque chose de préexistant matériel. Il voit que seulement que la matière a évolué. Il ne tient pas compte de la cause efficiente et finale. Mais même les Grecs ici ont une intuition de cette cause efficiente, n'est-ce pas? Ils ont dit, tout est plein de Dieu. Thalès, dès le début, a eu cette intuition. Donc ils sont plus bêtes, n'est-ce pas, que le premier des philosophes qui a fait ce travail quand même énorme, parce que tout début est plus difficile. Donc l'évolutionnisme, c'est encore une sénilité, n'est-ce pas? C'est la philosophie à son âge adulte qui retombe dans les erreurs de ces petits-enfants. Hein. Des enfants qui ont développé, les nains qui ont commencé la philosophie, qui sont des géants à leur façon, n'est-ce pas? Mais la philosophie se développe par des géants qui se mettent sur les épaules d'autres géants, pardon, d'autres géants. Donc l'évolutionnisme, c'est tout à fait ridicule, n'est-ce pas? C'est de ne voir que la cause matérielle et refuser une cause efficiente. C'est vrai que les plantes sont faites à partir de minéraux. Hein? Une plante se nourrit des minéraux, n'est-ce pas? Elle prend l'air, l'eau, le soleil, les minéraux, et c'est quelque chose de vivant. Et c'est vrai que les animaux se font à partir des plantes parce qu'ils mangent des plantes, et que l'homme se fait à partir d'animal parce qu'il mange des animaux. Et la première stade de son être, c'est qu'il développe que le niveau animal, n'est-ce pas? Quand il naît, n'est-ce pas? Dans le ventre, dans le sein de sa mère, il développe son niveau végétal, il se nourrit, il grandit, c'est tout ce qu'il fait. Hein. Il bouge un petit peu. Une fois qu'il est sorti de la mer, il développe surtout son niveau animal, il bouge, commence à développer le sens, extérieur. Et quand il commence à parler, après quelques années, n'est-ce pas, il développe son niveau humain. Et eux, ils vont dire, voilà, donc la plante vient de la matière, l'animal du végétal et l'homme de l'animal, et Dieu de l'homme. C'est l'homme qui se fait un Dieu. Mais c'est ridicule, ce n'est que voir la cause matérielle. N'est-ce pas? C'est pas parce que je mange ce midi je vais manger et que mon corps et que cette nourriture devient mon corps que moi je suis beefsteak. Je viens du beefsteak alors. Donc c'est absolument. Il y a une partie de vrai, c'est vrai, que mon corps vient du beefsteak, mais c'est une des 4 causes et c'est la plus débile. C'est la cause matérielle. Donc l'erreur de l'évolutionnisme, c'est de voir quelque chose de réel et de l'exagérer et de détruire tout le reste. Détruire les 3 autres causes, n'est-ce pas? De ne voir que la cause matérielle. C'est sénile, n'est-ce pas? C'est sénile. C'est le retour aux erreurs des enfants, n'est-ce pas? C'est la sénilité, n'est-ce pas? C'est l'Alzheimer. Voilà. Alors, l'évolutionnisme que la métaphysique allemande d'un côté, Spencer et Darwin, n'est-ce pas, sont donc des fous, n'est-ce pas, sont des séniles. Hein. De l'autre, donc je répète, l'évolutionnisme que la métaphysique allemande d'un côté, Spencer et Darwin de l'autre, ont rendu si célèbre au XIXe siècle. Vous vous rendez compte? Il faut arriver au XIXe siècle pour dire des bêtises pareilles, n'est-ce pas? Que les Grecs ont déjà dépassé au 7e siècle. Je répète, Thalès avait une intuition, il dit tout est plein de Dieu, donc une cause efficiente quelque part, n'est-ce pas?
Alors, eux, ils n'ont même pas compris que Thalès a compris dès le début, n'est-ce pas? Donc, Spencer et Darwin, de l'autre, ont rendu si célèbre au XIXe siècle et déjà professé en Grèce par les physiciens du 6e et du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, Darwin n'a rien inventé. Il a volé chez Thalès et il s'est rendu plus bête que Thalès. C'est ça le génie de Darwin, n'est-ce pas? C'est diabolique, n'est-ce pas? C'est absolument c'est cette civilisation luciférienne qui s'est développée à partir des philosophes de la lumière, hein, des lumières, de la lumière de Lucifer, n'est-ce pas? Du XIXe siècle. C'est horrible, n'est-ce pas? C'est une horreur, horreur, horreur. Et ça fait la décadence actuelle, n'est-ce pas? On est dans une décadence inouïe, n'est-ce pas? Alors, Anaximandre qu'on vient de voir là, c'était celui qui, pour lui, c'était tout l'infini, l'indéterminé. Il a encore intuité la matière première, n'est-ce pas? Anaximandre, en particulier, enseignait l'évolution éternelle des mondes. L'évolution éternelle. Parce qu'il voyait quand même la durée, n'est-ce pas, de tout ce qui existe, qu'il y avait des anciens, de mémoire immémoriale, la Terre existait, etc. Donc il va expliquer. Donc il y a, et puisque tout change, il y a une évolution éternelle des mondes, enfin séculaire, mais éternelle des mondes, qui se lève et se couche à de longs intervalles, les mondes. Il a entendu, parce qu'il voit que la pierre, par exemple, les rochers, ça dure quand même, les civilisations, il y a un certain temps que ça dure, mais quand même ça vient, ça disparaît. Il a entendu parler des vieilles civilisations, n'est-ce pas? Etc. Donc il y a des mythes qui ont une certaine quantité, une certaine partie de vrai. C'est un mélange, n'est-ce pas? Eh bien, il parle de l'évolution éternelle des mondes, qu'il se lève et se couche à de longs intervalles. Donc il y a le temps, n'est-ce pas? Il y a l'élément temps, tempus et éternité, donc il commence à tout découvrir le temps, n'est-ce pas? Que le temps joue un rôle dans la constitution des choses. Pour qui les animaux sont nés de la vase marine, entourés d'abord comme d'une sorte de carapace d'une écorce épineuse dont ils se sont déployés sur la terre ferme. Donc il s'est inspiré sur tout ce qu'il voyait autour de lui. Hein. Et l'homme provient d'animaux d'espèces différentes, s'étant formé originellement au-dedans de poissons, où il s'est développé et d'où il a été rejeté une fois devenu assez grand pour se suffire à lui-même. Eh bien, c'est ce qu'il voit quand un enfant naît, quoi. Voilà. C'est tout simplement, il regarde autour de soi, et il voit que les enfants sont nés et qu'ils sont d'abord dans de l'eau, et puis s'ils grandissent, c'est pour là. Et puis il commence à raisonner là-dessus, et voilà, il commence à faire des théories autour de cela. Donc il y a encore une part de vérité, une part d'imaginer. Hein. La vase marine, c'est intéressant, l'histoire de la vase. Tous les animaux sont nés de la vase. Oui, oui, oui. La vase marine. On est tiré de. Oui, parce que l'eau se tient dans un vase, n'est-ce pas? Dans un bassin. Donc il y a la vase marine. La vase, c'est Il a remarqué que l'eau se tient en bas, toujours en bas. Quand dans un vase, et s'il y a un trou, ça coule encore plus en bas jusqu'à ce que ça trouve un vase qui est étanche. Voilà. La vase marine, ça ils ont encore découvert, donc ils observent, hein, ils observent les éléments, hein, ils observent. Plus tard, Empédocle d'Agrigente, donc c'est déjà le 5e siècle, n'est-ce pas? Thalès c'est du 7e siècle, et le 5e siècle c'est 2 siècles plus tard. Empédocle, dont la pensée est sur d'autres points en progrès sur celle des Ioniens, expliquait l'origine des êtres vivants, n'est-ce pas? Il découvre la vie, n'est-ce pas? Par la production séparée d'organes et de membres, tête, yeux, bras, etc., qui se sont réunis au hasard, selon toutes sortes de combinaisons, dont ceux-là seuls ont persisté, qui étaient aptes à vivre. Donc, Darwin n'a rien inventé du tout, n'est-ce pas? Du tout, n'est-ce pas? La science moderne qui préconise l'évolution
absolument sauvage, n'est-ce pas? Comme dans ce sens-ci que tout vient de la matière et des formes intérieures, inférieures forment les formes, par hasard, les formes supérieures. Eh bien, c'était Empédocle, n'est-ce pas? Ça vient d'Empédocle. Du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ils n'ont rien inventé du tout. Le principe darwinien de la persistance du plus apte. The survival of the fittest. Donc, il n'a rien inventé. Il a volé chez les Grecs, n'est-ce pas? Il est tombé dans la sénilité, n'est-ce pas? Donc, ce qu'Empédocle a vu, c'est que les êtres vivants sont plus compliqués que les êtres non vivants. Que les êtres vivants sont composés d'organes, de membres, n'est-ce pas? Etc. Et selon lui, il n'a pas encore trouvé la cause finale et surtout efficiente. Donc, selon lui, c'est le hasard. N'est-ce pas? Il a trouvé encore un aspect, mais il a grandi, il n'arrive pas à l'expliquer convenablement. Notez qu'avant Démocrite, Anaximandre et Empédocle cherchent aussi, comme ferait l'évolutionnisme pseudo-scientifique des temps modernes, à expliquer toutes choses mécaniquement, c'est-à-dire par la simple agrégation d'éléments matériels produits par le mouvement local. Voilà. Alors on peut s'arrêter ici parce qu'on a parlé 3/4 d'heure. Voilà, donc on voit la naissance de la philosophie. On a vu deux choses, la naissance de la philosophie, n'est-ce pas, et ensuite que c'est l'un après l'autre qu'ils trouvent, avec beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, et avec des erreurs. Ils trouvent à chaque fois des choses vraies qui correspondent à la réalité, et ils n'arrivent pas à expliquer, ils exagèrent, alors ils tombent dans des erreurs. Mais ce qui est propre à la philosophie grecque, c'est que la philosophie grecque va être développée à partir des éléments vrais qu'ils ont trouvés. C'est ça la différence avec les brahmanistes, les brahmans. Les brahmans ont trouvé des choses vraies, mais ils ont développé la philosophie sur des erreurs. Ils ont développé les erreurs. Dieu est tout, donc tout est Dieu. La différence avec la philosophie grecque, c'est que la philosophie grecque fait aussi des erreurs, mais elle continue son développement sur ce qui est de vrai. Et elle corrige les erreurs. C'est ça la différence avec toutes les autres philosophies. Les Grecs sont capables, à partir des siècles, de corriger les erreurs et de garder ce qui est vrai. Ils gardent ce qui est vrai et ils corrigent les erreurs. Et c'est ça qui va développer jusqu'à Platon, Socrate, Platon et Aristote. C'est magnifique. C'est ça la force des Grecs. Donc, à longueur de temps, ils arrivent à faire le tri. Voilà. Ils font le tri par des personnes parce que. Oh oui, par les philosophes. Parce que c'est un autre qui va faire un autre. Oui. On va voir Héraclite, ensuite Parménide, ensuite Socrate, etc. Voilà. Merci, M. David. À la prochaine.